Et puis, voilà, ça y est, ça arrive. Limoges, Lisieux, Toulouse, Paris. Et ben, on va commencer tout de suite, sans attendre. Tout d'abord, merci de votre fidélité pour ceux qui viennent régulièrement nous écouter sur ces webinaires. Aujourd'hui, en fait, oui, déjà, je vais rappeler deux, trois petites choses, en fait, pour éviter les questions récurrentes. Le webinaire est enregistré, un replay va être disponible dans la foulée. Et, et puis sinon, vous avez toutes les informations autres concernant notre association ENOA sur le site internet de l'association. Notamment, juste un petit teasing là. 2025, c'est les 30 ans de notre association, donc on a des rencontres qui se préparent pour le mois de novembre. Toutes les informations détaillées sont sur notre site, donc je vous invite à aller regarder, lire et puis suivre notre actualité. Aujourd'hui, nous vous proposons un webinaire qui est la restitution d'un travail collectif. On a depuis 2 ans à peu près maintenant un parcours d'intégration pour nos nouveaux adhérents qui est animé par Gilles Macchia, qui va se présenter en premier. Et ben, ce parcours d'intégration, notamment, il propose aux nouveaux adhérents de travailler ensemble sur un sujet qu'ils choisissent. La volonté, c'est effectivement de témoigner de leurs pratiques, d'échanger, de mutualiser leurs pratiques à travers un livrable. Donc, sur cette deuxième promo, la promo 2024, les nouveaux adhérents ont décidé de travailler sur l'utilisation de l'IA dans l'évaluation. C'est ce qu'ils vont vous présenter aujourd'hui. Donc, si on peut passer à la deuxième planche, Gilles. Donc, vous allez avoir plusieurs intervenants aujourd'hui. Pas la deuxième planche encore arrivée. Voilà, super. Ils ne sont pas tout à fait dans l'ordre d'intervention en image, là, mais donc, je vais les laisser se présenter les unes et les uns les autres. En fait, Gilles, il va faire l'introduction, il va vous expliquer le groupe de travail, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont produit, dans quel contexte ça s'intègre. Ensuite, on aura donc du coup Valérie et Ludivine qui vont aider deux cas d'usage, travailler plus en profondeur. Ensuite, on va voir Florence qui nous présentera un troisième cas d'usage. Jean-David, si j'ai bien compris, qui nous fera aussi son retour d'expérience, je ne sais plus trop sur quel cas d'usage. Et en fait, à la fin, on viendra plus sur des choses un peu transverses, comme notamment les bonnes pratiques, le réglementaire et des techniques pour faire du prompting. Voilà, maintenant je vous passe la parole. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. En fait, je vais surveiller et puis on posera les questions soit à la volée, soit à la fin. Allons-y, c'est parti. À toi, Gilles. Gilles, il faut que tu ouvres ton micro. Oui, on ne t'entend pas. Tu as ton micro coupé toujours. Voilà, désolé. Il y avait un blanc, je me demandais ce qui se passait. Désolé. Hop, je reprends. Vous m'entendez? Donc, c'est bon, vas-y. Oui, excusez-moi. Donc, bonjour à tous. Je suis fier aujourd'hui de vous présenter le travail de la promotion des nouveaux adhérents 2024 d'ENOA. Tous les ans, j'anime le onboarding, si je puis dire, des nouveaux adhérents d'ENOA. Cette année, nous avions un groupe assez conséquent. Et donc, vous avez quelques représentants aujourd'hui qui vont présenter avec moi le travail d'une année. Donc, Jean-David de CEMEA, Ludivine Nuevo des éditions de La Grave, Florence Prades d'Orphose, Valérie Olivier de la SNSM et moi-même. Donc, nous avons travaillé avec d'autres. Vous avez aussi Céline d'Alberto qui a contribué au travail qu'on va vous présenter, Leila Ben Salem de BGE, Agnès Hawk d'Afometra, Valériane Monvoisin de Procertif et Sarah Richard de Constructis. Donc, c'était un groupe très motivé. L'idée de ce groupe, c'est d'échanger entre nous et de mutualiser sur des réflexions. Cette année, la réflexion principale a été l'utilisation de l'intelligence artificielle en évaluation, avec plusieurs questions autour de ce thème. Donc, quels sont les usages actuels?
peut-elle aider à alléger la charge que représentent les évaluations pour un OF? Comme vous le savez tous, les évaluations sont une charge importante, sinon la plus importante dans la production, dans la production de contenu pour un OF. Et donc, est-ce que l'IA peut justement diminuer cette charge? Peut-elle améliorer la productivité, mais bien entendu sans compromettre la qualité pédagogique? Et comment concrètement on peut mettre l'IA en place euh, pour nous assister dans le développement d'évaluation? Donc voilà toutes les questions qu'on s'est posées. Donc pour cela, on a déjà au départ réalisé une enquête. Donc vous avez peut-être déjà vu les résultats. Ils sont disponibles sur le site d'ENOA. En quelques mots sur cette enquête, elle nous a appris. Alors, on a eu malheureusement pas énormément de répondants. Les répondants sont principalement donc des formateurs et des collègues des participants au groupe de travail. Donc, on avait à peu près 72 répondants, pas à peu près, je crois, 72 répondants. Et voilà ce qu'on a appris. En fait, on a appris que l'utilisation de l'IA restait une utilisation informelle pour la plupart des personnes. Alors, vous voyez, on a remarqué que plus les gens avaient de l'expérience dans leur métier, donc ceux qui ont plus de 20 ans d'expérience dans le métier, en fait, ont plutôt une utilisation structurée de l'IA, alors que ceux qui ont moins d'expérience ont plutôt une utilisation informelle. Donc ça, c'était le premier renseignement de cette enquête. Ensuite, on leur a demandé s'ils utilisaient l'IA dans les pratiques d'évaluation. Et donc, sur les 72 répondants, vous voyez, 43 ne l'utilisent pas, alors qu'il y avait des formateurs, alors qu'ils l'utilisaient pour leur métier, hein, alors qu'ils l'utilisent tous dans l'exercice de leur métier, mais en fait, ils l'utilisent pas pour les pratiques d'évaluation. Il y a seulement 29 en fait, qui l'utilisent dans les pratiques d'évaluation. Alors, sur ces 29, on leur a demandé qu'est-ce que l'a apporté l'IA. Donc là, vous l'avez là. Principalement, c'est un gain de temps et plus de créativité. C'est les deux critères, en fait, qui ont été notés sur l'utilisation, les apports de l'IA dans les pratiques d'évaluation. On leur a demandé également quels étaient les défis et les obstacles rencontrés avec l'IA. Donc principalement, c'est une complexité technique, hein, c'est ce qui est cité par les 29 personnes, complexité technique et le coût. Le coût. Alors, ensuite, on voit un peu de résistance au changement. Est-ce qu'ils ont reçu une formation spécifique à l'utilisation de l'IA? Vous voyez, seulement 2-3 personnes avaient reçu une formation spécifique à l'utilisation de l'IA sur les 72 répondants. Du coup, voilà, donc on a fait le constat que l'usage de l'IA n'est pas généralisé, qu'elle est utilisée ponctuellement, de manière informelle, sans cadre structuré la plupart du temps, et qu'elle est très peu intégrée dans les processus pédagogiques des OF. Donc de là, on s'est demandé comment on pouvait aider les OF à intégrer l'IA dans les pratiques d'évaluation. Et très vite, on s'est plutôt tourné vers les formateurs en se disant que le premier public déjà à former, ou en tout cas à, à convaincre, c'était les formateurs. Et de là, du coup, on a imaginé la réalisation d'un cahier d'entraînement pour formateurs. Donc, c'est le travail qu'on va vous présenter ce matin. On a fait ce travail de conception d'un cahier d'entraînement pour formateurs, constitué de beaucoup de rubriques qu'on va vous présenter ce matin. Et le cahier central, je dirais, de ce cahier, si je puis dire, c'est un terrain d'entraînement
qu'on a voulu un terrain d'entraînement accessible pour les formateurs qui va leur permettre de tester des IA, d'expérimenter et d'analyser. Alors, on leur fait part de notre expérimentation. Parallèlement, donc nous-mêmes, nous avons dans le groupe expérimenté un certain nombre de cas d'usage, 8 pour les citer. Et nous proposons aux formateurs qui utilisent de ce cahier de tester les prompts que nous avons nous-mêmes élaborés et d'analyser les résultats, tout comme nous l'avons fait à partir de leur cas, de leur contexte professionnel. Les cas d'usage, donc vous les avez là, on en a dénombré 8, alors, il reste bien entendu beaucoup plus, mais on en a choisi 8. Donc créer un QCM, hein, assez traditionnellement, gamifier un QCM, créer des exercices formatifs interactifs, créer une mise en situation basée sur des dilemmes pédagogiques, pardon, développer une étude de cas, créer une grille de notation, faire une correction automatisée et scorer une évaluation diagnostique, évaluer des productions d'apprenants. Alors, nous nous sommes répartis en binôme pour travailler sur chacun de ces 8 cas d'usage. Pour chaque cas d'usage, on présente dans ce cahier, on a élaboré un prompt que les formateurs vont pouvoir tester eux-mêmes avec des chatbots d'IA générative. Et on met à disposition ce prompt, on explique comment on l'a élaboré. On donne un exemple d'utilisation aussi d'un outil dédié. Donc, parallèlement, en fait, à l'utilisation de chatbots d'IA générative, tel ChatGPT, on a testé aussi un certain nombre d'outils dédiés dans ces différentes fonctions, dans ces différents cas d'usage, dont on note dans le cahier nos retours d'expérience. Et vous trouverez aussi dans le cahier une synthèse de nos retours d'expérience avec, donc on a choisi un certain nombre de critères sur le temps de prise en main des outils, est-ce que l'utilisation de l'IA est un gain ou une perte de temps, quelle est la qualité des ressources produites avec l'IA, est-ce que les réponses générées sont pertinentes, quel est l'intérêt dans le cas d'usage, l'intérêt de l'IAG, de l'intelligence artificielle générative, euh, quel est le niveau de confiance qu'on peut faire à l'IA, et puis quelques recommandations pratiques. Donc pour chacun de ces 8 cas d'usage, vous allez trouver une synthèse de nos retours d'expérience avec l'ensemble de ces critères. Pour cela, on a testé, donc on avait choisi un certain nombre de chats à tester, hein, d'IA générative, bien entendu ChatGPT, Claude, le chat de Mistral, et puis certains étaient équipés de Copilot, donc aussi certains ont pu utiliser Copilot euh, dans les cas d'usage qu'ils voulaient expérimenter. Et également, nous avons testé 8 outils spécialisés, donc Examino, ExpertQuiz, Yoga, Kahoot, la version IA, Magic School, Musli, Procertif et Quiz Wizard intégré ou pas à WooClap. Voilà pour la présentation. Je vais laisser la parole à Ludivine et Valérie, Ludivine des éditions de la Grave et Valérie de la SNSM, qui vont elles-mêmes se présenter et qui vont vous présenter un premier cas d'usage, le cas d'usage sur lequel, enfin 2 cas d'usage sur lesquels elles ont travaillé. Le premier, c'est créer des exercices formatifs interactifs. Donc, je leur donne la parole. Ok, merci Gilles. Je prends la main. Du coup, je me présente. Donc, je m'appelle Valérie Olivier. Je suis chef de projet e-learning à la direction de la formation de la SNSM, les sauveteurs en mer. Et on va vous proposer maintenant de rentrer dans du concret en vous présentant deux cas d'usage sur lesquels on a travaillé avec ma binôme Ludivine, qui va prendre la parole juste après moi.
Et on va vous montrer en fait deux façons différentes d'intégrer l'IA dans les évaluations formatives. Donc le premier cas concerne la création d'exercices formatifs interactifs et le second des mises en situation basées sur des dilemmes pédagogiques. Je vais vous présenter donc le premier cas, donc la création d'exercices formatifs interactifs. On a choisi comme contexte un atelier sur les saveurs du monde pour des adultes amateurs. Ça tombe bien à l'heure du déjeuner qui s'approche. On va vous donner un petit peu l'eau à la bouche, nous mettre l'eau à la bouche, on espère en tout cas. Donc, on avait prévu dans ce contexte 2 temps d'animation, une dégustation guidée et la réalisation d'un plat végétarien. Ça, c'est pour le contexte. Ensuite, l'objectif, c'était à partir d'un menu végétarien, de demander à l'IA de créer des exercices pédagogiques, donc interactifs, pour aider les participants à identifier d'une part des saveurs et les associer à une culture ou un pays. Donc, comment on a procédé? Quelle a été notre approche dans cette expérimentation? Donc, on a testé le ChatGPT dans sa version gratuite, la V4, et un outil spécialisé, donc QuizWizard, intégré à l'outil de création de quiz ludique WooClap. Alors, c'est un outil qu'on utilise chez nos formateurs à la SNSM pour les cours en présentiel et c'est très sympa à utiliser. Mais vous pouvez aussi créer un compte gratuit hein, à part dans QuizWizard. Concernant le ChatGPT, toujours sur l'approche, on a choisi en fait l'approche du méga prompt, hein, donc avec un prompt très structuré et avec des composantes cibles, enfin des composantes clés et des variables qui sont transposables en fait dans vos cas d'usage. Euh, donc, on a vraiment donné un cadre à l'IA. On lui a demandé de rédiger ce prompt avec un rôle. Donc, on a assigné un rôle donc, à l'IA. Donc, c'était important de lui dire, voilà, tu es, dans l'occurrence, dans notre exemple à nous, l'IA est un animateur, un organisateur d'événements culinaires. On lui a fait préciser donc, des objectifs, d'abord généraux et plus pédagogiques. Euh, on a précisé le public, c'est très important de cibler le public et le niveau attendu. Ici, ce sont des adultes amateurs. Et puis d'autres composantes essentielles pour que l'IA nous présente des résultats au plus près de nos attentes et que ce soit relativement précis et pertinent. Donc l'action, la mission, c'est vraiment ici la consigne précisément de créer des exercices. Les attendus spécifiques, là, c'est vraiment sur la tonalité que vous voulez donner au résultat, donc avec des activités pour nous qui étaient courtes, variées et ludiques. Et puis on a alimenté l'IA avec ce fameux menu végétarien. Et, euh, et, en, et pour finir, des éléments à ne pas oublier, c'est le zéro oubli, donc ça permet un petit peu à l'IA de nous proposer d'autres suggestions, par exemple des points qu'on aurait oubliés. Dans QuizWizard, la méthodologie, c'est très différent, puisque si vous voyez les captures à l'écran, dans l'outil, en fait, on est guidé pas à pas. En fait, on a vraiment plusieurs étapes dans la conception. Ça commence par le choix de la source. Donc, nous, on a choisi d'insérer un texte. Euh, on aurait pu insérer un PDF, mais là, on a choisi cette façon de faire. Et du coup, on a proposé ici non pas un méga prompt, mais plutôt une consigne très brève, enfin, voilà, avec quelques éléments de contexte, puisqu'on s'est rendu compte que finalement, QuizWizard ne prenait pas en compte tous les éléments de contexte et que la démarche était vraiment très différente d'un LLM. Et en troisième étape, on a choisi donc le type de question, donc ici un texte à trous ou un jeu ou un exercice d'appariement. Pour finir donc sur les résultats qu'on a obtenus du coup avec ces 2 tests. Donc côté de ChatGPT, ce qui a bien fonctionné, hein, donc c'est qu'on a un premier jet vraiment exploitable très rapidement, c'est quasiment instantané en fait du coup. Donc l'IA a répondu
a traité une partie des attentes, cela dit, mais il nous a fourni des exercices comme on lui avait demandé sur le texte à trous, sur l'exercice d'appariement, et puis même une suggestion d'exercice de classement de l'aliment le plus sucré, enfin la saveur la plus sucrée à la plus épicée, pardon. Donc du coup, il nous a fait des suggestions parce que aussi on lui avait demandé dans le prompt aussi de le faire aussi. Donc, mais ça, on a trouvé ça plutôt sympa. Donc ChatGPT, s'est montré vraiment réactive aux reformulations. Donc elle nous a généré une première proposition tout en reformulant les objectifs attendus. Ça, c'est plutôt bien. Ça permet d'ajuster, d'apporter des corrections au prompt. Les exercices sont personnalisables, donc ce qui permet de les adapter à différents niveaux. Et puis, moi, ce que j'ai particulièrement apprécié, et je pense que Ludivine aussi l'a apprécié aussi, c'est vraiment le côté conversationnel de l'IA. Voilà. Et on est dans une démarche d'amélioration continue des résultats, ce que permet ChatGPT ou un LLM, hein, de façon globale. Et j'ai bien aimé le côté créatif aussi de l'IA, des choses auxquelles on ne s'attendait pas, mais qui demandent toujours de la vérification de notre côté. Ce qui a moins fonctionné, ben, c'est peut-être aussi le côté un peu plus chronophage, hein. Donc il y a des formateurs qui n'auront peut-être pas envie de passer autant de temps, donc c'est vrai que c'est un investissement en temps, mais c'est à la hauteur aussi des résultats que vous souhaitez avoir. Sinon, qu'est-ce que je dirais? Eh bien, il y a une partie donc des objectifs qui n'ont pas été traités, notamment la reconnaissance des saveurs. Donc, il a fallu reformuler, faire préciser à l'IA qu'on avait cette intention pédagogique aussi. Euh, Sur Quiz Wizard, pour finir, ce qui a bien fonctionné, je dirais que voilà, Quiz Wizard est un outil qui est entraîné à générer ce type d'exercices, des quiz, etc. Donc des choses un peu plus ludiques et simples. Donc, ce qui permet d'avoir des résultats plutôt précis. L'outil est simple, rapide et intuitif, très convivial, hein, et adapté à des niveaux débutants. Donc, moi, je vous incite vraiment à le tester. C'est vraiment très sympa comme expérience. Et puis, on est guidé chaque à pas dans la conception. Que dire de plus? Bien, les résultats sont directement exploitables pour animer un cours en présentiel, donc avec WooClap, par exemple. Et puis, on peut exporter donc les résultats dans le format de notre choix. Ça peut être du Word, de l'Excel. On peut l'intégrer au LMS directement, ce que ne permet pas le LLM, donc ChatGPT. Donc voilà, j'ai peut-être un peu explosé le compteur. J'en suis désolée, j'ai pas regardé le temps. Juste pour finir, avant de laisser la parole à Ludivine, en conclusion, si je devais faire une petite comparaison des deux, je dirais qu'ils sont très complémentaires. En fait, c'est des outils qui sont complémentaires. Euh, on peut utiliser le LLM pour la conception, pour le côté conception, et puis pour la partie production directement exploitable, l'outil est quand même très bien adapté. Et on évite aussi l'angoisse de la page blanche. Donc ça, c'est vraiment bien. J'arrête là. Merci Valérie, on est pile dans les temps, donc pas de stress. Vas-y, Ludivine. Merci Valérie. Alors, donc moi je me présente, je suis Ludivine Nuevo, je dirige les éditions de La Grave qui sont spécialisées dans la création de supports papier et digitaux à destination d'un public de la formation initiale sur des formations diplômantes de niveau 3 à 6, c'est-à-dire du CAP pour la voie professionnelle jusqu'au bac+2. Alors, sur ce deuxième cas d'usage, créer une mise en situation basée sur des dilemmes pédagogiques, c'est très intéressant parce que du coup, ce cas d'usage a combiné le réalisme d'un jeu de rôle avec des dilemmes complexes à résoudre. Donc là, on a poussé vraiment l'IA dans ses retranchements et on est allé beaucoup, beaucoup plus loin. On lui a demandé, toujours à partir du menu du premier cas d'usage que Valérie a présenté, on lui a demandé d'aller plus loin. Il lui a dit maintenant, OK, tu as le menu végétarien. Tu nous as fait des quiz, tu vas nous proposer une mise en situation de fin d'atelier sous forme d'un jeu de rôle où un binôme présentera son plat aux autres participants de l'atelier. Sauf qu'on a rajouté quand même des aléas. Les aléas sont les fameux dilemmes. Par exemple, un des convives se trouve être intolérant au lactose, le binôme n'était pas informé, l'amuse-bouche en contient, du coup, il va falloir réagir très très vite.
Donc, on a demandé à l'IA de proposer d'autres dilemmes similaires, d'imaginer d'aller plus loin après et d'imaginer un système de récompense et aller jusqu'à la construction d'une grille de notation. Et pour ce faire, on a comparé les 3 LLM en version gratuite, hein, donc ChatGPT, Claude et Mistral. Et chacun, c'était vraiment très intéressant parce que chacun a donné des résultats très différents mais complémentaires. La proposition de ChatGPT était très structurée. Il y en avait pas une à côté, mais on a eu le sentiment avec Valérie que c'était un petit peu plan-plan. Voilà, il manquait un peu de créativité. Claude, en revanche, c'était une proposition très riche, mais trop. Il y en avait trop et c'était très, très, très difficile du coup de faire notre tri. Et Mistral, c'était un peu le mixte des deux et c'était, voilà, il y avait une bonne base d'idées, mais là encore, c'était un petit peu flou, parfois peu exploitable. Du coup, on n'était pas satisfaite des résultats, donc on a encore challengé l'IA beaucoup plus loin et on a demandé à ChatGPT, on lui a dit, ben voilà, tu nous combines le meilleur des 3 réponses, enfin des trois propositions, des trois mises en situation que toi, ChatGPT, tu as proposé, mais que Claude et Mistral, tes consoeurs ou confrères, en tout cas rivaux, ont proposé, tu nous mixes le tout et tu nous proposes une version combinée des 3. Et ça, moi, je ne l'avais jamais testé, Valérie non plus, il me semble. Et ça nous a vraiment permis de créer un scénario final vraiment très fluide, très réaliste, très accessible, avec une mise en situation vivante, des interactions crédibles. On avait un barème accessible et non pas complètement délirant. Donc, c'était particulièrement intéressant. Ce qui a fonctionné, justement, c'est ce travail itératif entre les IA. En ajustant les prompts, on affine, on améliore les propositions. Le fait de croiser les modèles nous a permis vraiment de gagner en nuances, en variété et d'aller vraiment chercher voilà, pas la perfection, mais en tout cas de nous en rapprocher. C'est une activité très facilement réutilisable en formation parce que voilà, ça favorise les échanges et la discussion. En revanche, ce qui a moins bien fonctionné, c'est justement pour la raison pour laquelle on a challengé entre elles les IA, c'est que finalement, aucune d'entre elles ne centralise la production complète, à savoir un contenu, enfin une mise en situation, un système de notation avec un format interactif. Il a fallu finalement un petit peu assembler tout ça manuellement. On a eu aussi avec Claude, bien que voilà, Claude nous a fourni un résultat très complet. On a eu quand même beaucoup sur la version gratuite des problèmes techniques de déconnexion, de lenteur, voilà. Mais ce qui était en conclusion, cette création de mise en situation nous a montré que l'IA finalement peut être bien plus qu'un générateur de quiz. Et on l'a vraiment, c'était notre assistant co-scénariste pédagogique, puisque on lui a demandé d'imaginer des situations réalistes, engageantes et surtout porteuses de sens. Donc voilà ma conclusion. Gilles. On peut peut-être prendre une petite question à la volée, là, si vous le souhaitez. Il y en a une qui s'adresse directement à Ludivine, là, qui vient d'arriver. Anne qui nous dit ça me paraît normal que le résultat soit retravaillé derrière, entre le 3, effectivement, comme tu viens de dire, croiser, retravailler les résultats des 3 LLM. Est-ce que vous voulez dire que vous vouliez que l'IA vous fournisse une réponse parfaite du premier coup? Est-ce que nous on avait souhaité, Valérie et moi, une réponse parfaite? C'est ça la question, Loïc? Est-ce que vous attendiez une réponse parfaite du premier coup? C'est comme ça que c'est sa question, en fait. Ah oui, enfin non, enfin Valérie, tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Non, c'était pas du tout notre ambition, mais c'est vrai qu'on s'attendait, un peu naïvement en disant, bah voilà, tu prends le meilleur des 3 versions et puis tu nous proposes une 4e version la plus idéale possible. Mais on n'avait quand même pas cette ambition d'atteindre la perfection, puisque, et ça on en parlera après. Enfin, Gilles prendra la main dessus. Rien ne remplace quand même l'expertise et l'expertise humaine, quoi. On a beaucoup quand même retravaillé les mises en situation proposées par l'IA. Mais c'était intéressant de les challenger.
Oui, d'aller jusqu'au bout de la démarche. Effectivement, on s'est un petit peu amusé à le faire, c'est vrai, parce que voilà, on a dédié du temps pour ça, mais c'était l'expérimentation qu'il voulait. Enfin, voilà. Donc, mais je ne sais pas si tout le monde aura voilà, sera dans cette démarche-là. C'est vrai que ça prend du temps, mais voilà, Ce qui était comme assez, tu disais, on a challengé l'IA, on l'a poussé dans ses ce qui retranchements. était assez bluffant. Alors, c'est vrai qu'on a, et on aurait dû finalement aller peut-être un peu plus loin, mais il nous a manqué de temps. Finalement, c'est à ChatGPT qu'on a dit, bah voilà, la production de Claude et Mistral, isole-nous le meilleur de la proposition de Claude et Mistral et combine le tout, machin, etc. Et ça leur aurait été intéressant et ChatGPT l'a pas du tout mal pris d'ailleurs. Et elle a dit, ah oui, oui, il y a des choses très intéressantes dans la proposition de mes collègues Claude et Mistral. Ce qui aurait été intéressant, c'est de faire la même chose et de demander à Claude de combiner la version de ChatGPT et Mistral et de demander à Mistral de combiner la version de ChatGPT et Claude. Mais bon, après, c'est sans fin et on peut y passer beaucoup de temps. Mais en tout cas, ChatGPT, je trouve, a bien joué le jeu dans cette version, dans cette comparaison. Ne Il s'est a pas fait le senti job, en on va tout dire. cas vexé. Oui, ouais. Juste une deuxième petite question avant de passer à la suite. Je vous propose de répondre assez succinctement si vous pouvez, parce que là, c'est Nicolas qui l'a posé dans le chat, mais je pense que beaucoup de personnes se la posent. Il nous dit combien de temps travaille avec les IA pour chaque cas d'usage. Effectivement, comment dire, Valérie, tout à l'heure, tu t'as dit que effectivement ça, c'était chronophage. Donc, grosso modo, finalement, combien d'heures ou de jours pour arriver à avoir un résultat satisfaisant. Si vous partiez de zéro, je sais pas si vous partiez de zéro ou pas. Alors, L'ordre de on peut grandeur pour comptabiliser inverser. nos échanges déjà sur le sujet, mais ouais, je sais pas. C'est vrai que par exemple, le menu végétarien, bon, c'est plutôt simple de demander à l'IA de nous proposer parce que, voilà, pour être transparent justement, hein, parce que ça fait partie aussi des bonnes pratiques, on le verra ensemble, mais oui. N'ayant pas vraiment de connaissances pointues sur l'alimentation végane, j'ai demandé, j'ai sollicité déjà ChatGPT pour me proposer des menus végétariens. Donc ça, c'est plutôt une démarche simple. Et après, oui, pour la construction, la co-construction du prompt, je sais pas, on est sur peut-être sur 2 heures, peut-être, je me trompe peut-être, hein, je n'ai pas vraiment comptabilisé, hein. Tu me dis, Ouais, Lydivine, 2-3 heures. ouais, c'est ça. Ouais. Et puis après, les temps d'échange. Mais disons que on pose beaucoup de questions. En fait, c'est la curiosité aussi. C'est-à-dire que moi, on a joué le jeu. C'est-à-dire on a toujours posé. Parce qu'en fait, on avait des surprises parfois. Il y a un petit peu un côté waouh avec le l'IA, mais il faut faire très attention parce que faut pas le prendre pour acquis. Évidemment, c'est du bon sens. Mais j'ai toujours essayé de réajuster. On a essayé de réajuster à chaque fois, de reformuler, de lui demander d'autres variantes. Donc, du coup, ça faisait un méga prompt. Un itératif. Donc là, voilà, il faut recadrer aussi les choses à la fin, mais c'est vrai que c'est en termes d'heures, oui, 2-3 heures, oui, on est d'accord. Alors après, j'ai vu une question passer, mais du coup, Merci. On va passer, du coup, on va, oui, pour prendre, si on a un peu de temps à prendre, on va prendre les autres questions, si tu veux bien. On va passer à Florence, sinon, si on veut respecter un peu le timing des autres. Oui, merci beaucoup. Je vais vous parler de l'étude de cas. Alors, je suis donc Florence Prade d'Orphose. Je suis formatrice sur des sujets managériaux en lien avec la qualité de vie et les conditions de travail, la prévention des RPS. Et je réalise aussi des accompagnements sur les sujets des transformations du travail. Voilà, et le travail que je vous présente là maintenant, c'est le résultat du travail d'un binôme avec Sarah Richard de Constructis. Alors, je n'ai pas la main sur les slides. Ah oui, merci beaucoup. Alors, nous, la demande qu'on a formulée à l'IA, c'était de créer une étude de cas permettant d'évaluer des adultes en formation et de les évaluer sur leur capacité à organiser un festival culinaire local pour filer la thématique de notre cahier d'exercice.
Voilà, on a posé la question donc à ChatGPT en version gratuite et aussi à Magic School dans sa version gratuite. Magic School, donc c'est un outil spécialisé vraiment dédié aux enseignants, aux formateurs et aux apprenants. Alors, comment on a procédé? On a d'abord rédigé en fait un premier prompt structuré comme vous le voyez là, donc de façon assez similaire à ce qu'ont déjà présenté Valérie et Ludivine. On a précisé le rôle de l'IA. Donc là, elle est un ingénieur pédagogique reconnu en fait pour ses études de cas engageantes et réalistes. On a précisé un contexte puisqu'il s'agit d'évaluer des apprenants dans une formation courte de 4 jours qui forment des futurs chefs de projet en événementiel. On a précisé le public cible. Là, ce sont des adultes. On a formulé précisément la mission qu'on confiait à l'IA, à savoir créer une étude de cas et on a caractérisé l'étude de cas qu'on attendait. On a précisé des éléments à inclure. Donc là, les éléments, ça pouvait être prendre en compte, par exemple, des risques possibles, par exemple le risque météorologique, mais ça pouvait être aussi de préciser, par exemple, les acteurs du projet et éventuellement leurs attentes. On a précisé des objectifs pédagogiques, on en a formulé des objectifs pédagogiques, mais je dois dire que c'était assez macro. On a formulé 3 grands objectifs pédagogiques, et en fait, qui servaient ensuite pour demander à l'IA de définir les critères d'évaluation en fait, sur la base des objectifs pédagogiques qu'on a donnés. Pour vous donner des exemples des objectifs pédagogiques, en fait, c'était analyser et résoudre des problèmes liés à l'organisation d'un événement, prendre des décisions stratégiques, gérer efficacement des ressources, voilà, donc des choses très macro. On a précisé la durée de réalisation, c'est-à-dire cette étude de cas, en combien de temps les apprenants devaient pouvoir la traiter. Là, en l'occurrence, 3 heures. Mais on a aussi précisé d'autres contraintes du type, on ne voulait pas qu'il y ait plus de 2 ou 3 pages, par exemple, d'éléments fournis pour l'étude de cas. Voilà, et puis on a encore précisé d'autres types d'attentes, on a un petit peu affiné. Ce premier prompt qu'on a rédigé et qui nous a déjà fourni en fait des réponses très satisfaisantes, on l'a confié à ChatGPT pour qu'elle l'améliore. Et on a continué de travailler sur la base de la proposition de ChatGPT. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle l'a encore précisé. Elle est très bavarde, ChatGPT, donc elle précise plein de caractéristiques de l'étude de cas qui va être parfois redondante, mais elle est allée plus loin en fait et ça a encore enrichi ses propres réponses. Alors peut-être pour aller de suite au bilan en fait de cette expérimentation. D'abord, alors oui, parce qu'on l'a testé aussi dans Magic School. Alors, mais je vais parler de Magic School dans le bilan. Je vais commencer en fait effectivement par la question de la prise en main. On a trouvé que ChatGPT était plus simple en termes de prise en main parce que finalement, il y a juste une interface conversationnelle dans laquelle on écrit. Voilà, c'est simple. On s'exprime comme on veut et puis on peut en fait vraiment converser de façon très naturelle avec ChatGPT. Voilà, c'était plus compliqué pour Magic School. Alors pourquoi? D'abord parce que Magic School, il y a la question de la traduction qui se pose. Nous, on a essayé de l'utiliser en français, mais les termes ne sont pas forcément correspondants. Et par ailleurs, il existe tellement d'outils dans Magic School que c'est difficile de trouver le bon. Et donc, par exemple, chercher dans leur barre de recherche un outil conception d'études de cas, ça ne marche pas. Par contre, il existe un outil qui s'appelle Trouver le bon outil.
Et là, selon les semaines où on faisait l'expérience, ils ne nous renvoyaient pas forcément sur le même outil. Donc, on voit que ça évolue et vite. Et au final, par exemple, on a utilisé un outil qui s'appelle contenu académique. Donc ça, on n'aurait pas pu deviner en fait, alors que ChatGPT, on lui dit une étude de cas, il comprend de suite. Là, on est passé par le contenu académique. Et Magic School, là où il simplifie quand même, c'est que c'est très structurant, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir juste une interface conversationnelle, euh, Magic School va nous dire d'abord préciser le niveau de formation dont il s'agit, ensuite préciser le sujet et les objectifs, ensuite donner des éléments de contexte, ensuite fournir des informations complémentaires, etc. Donc si on n'a pas un prompt qui est initialement structuré, en fait, ben, c'est quand même aidant. Voilà, la différence aussi entre les deux, c'est que clairement, Magic School préfère des consignes hyper synthétiques. Elle n'apprécie pas forcément d'avoir, par exemple, si on prend le prompt proposé par ChatGPT et qu'on le met dans Magic School, ça fait trop, on voit bien qu'elle se perd dans les consignes. Sur la question du gain de temps. Moi, je partais de zéro en IA, à part quelques utilisations, voilà, plutôt, du moins, très ponctuelles et sur des sujets divers et variés. Je partais de zéro. Donc, pour moi, ce qui s'est passé, c'est que tout le temps que j'aurais passé à concevoir une étude de cas, en fait, je l'ai passé à rédiger mon prompt et à améliorer mon prompt. Donc, pour une première fois, ça prend énormément de temps, je trouve, d'écrire un premier prompt. On a déjà un premier jet, il est plutôt satisfaisant, mais finalement, on va lui préciser ça, on va corriger ça, on va ajouter ça, etc. Et à chaque fois, l'IA produit énormément de textes, de données, elle produit beaucoup de matière, donc ça prend du temps. Voilà, je dirais que dès lors qu'on a fait cet exercice-là ou qu'on a utilisé notre cahier d'exercice en faisant du copier-coller, probablement que ça fait gagner du temps. En tout cas, dès lors qu'on a une bibliothèque de prompts, j'imagine que ça va beaucoup plus vite parce qu'après, effectivement, elle fait l'exercice à une vitesse phénoménale. Et donc, le gain de temps devient énorme. Sur le critère qualité des ressources produites, moi j'ai été bluffée. J'ai trouvé que c'était d'une très grande qualité, d'une très grande précision, d'une très grande créativité. Voilà. Et puis, toujours pareil, s'il y a des choses qui ne sont pas très satisfaisantes de notre point de vue, c'est facile de corriger. En fait, on lui demande simplement, et voilà, on reformule, ou on peut aussi donner des exemples, etc. Donc voilà, moi je trouve que c'est d'une grande qualité. Sur la question du niveau de confiance et les biais identifiés, alors on en a identifié 3 principalement sur cet exercice-là. D'abord, elle peut très bien ne pas tenir compte d'une consigne, elle peut passer à côté d'une consigne. Dès lors que le prompt est assez long et assez détaillé, elle peut passer à côté de quelque chose et c'est complètement aléatoire. Elle peut en avoir tenu compte un coup et pas en tenir compte une fois suivante. Donc ça, il faut être attentif. Ensuite, par exemple, sur la question de en combien de temps l'apprenant peut traiter cette étude de cas, parfois les réponses n'étaient pas très réalistes en fait. Et elles fournissaient beaucoup de demandes, beaucoup de questions qu'il n'était pas réaliste, par exemple, de traiter en 3 heures. Et enfin, je vous ai dit tout à l'heure qu'en rédigeant notre prompt, on lui avait demandé à elle de définir les critères d'évaluation. Et ça, c'était moyennement satisfaisant, en ce sens que les critères d'évaluation ne répondaient pas forcément à nos attentes, ou bien n'étaient pas forcément objectivables, mesurables, voilà, pas forcément objectivables. Donc évidemment, là, j'aurais tendance à penser qu'il vaut mieux définir nous-mêmes les critères d'évaluation. Sur des recommandations, qu'est-ce que je pourrais dire
D'abord, sur le prompt, vous l'avez déjà entendu, en fait, moi j'ai trouvé que ça avait plutôt bien fonctionné, c'est-à-dire faire un premier prompt, lui demander de l'améliorer. Voilà, de toute façon, un prompt, il faut le corriger autant de fois que nécessaire. Voilà, et pourquoi pas, effectivement, comme le disait Ludivine, regarder ce que proposent d'autres IA, c'est-à-dire comparer parce que elles partent dans une direction donnée, chacune. Et donc, parfois, aller voir ce que fait une autre IA, ça peut être intéressant. Sur la rédaction du prompt, je pense qu'il faut presque écrire le prompt comme un cahier des charges qu'on confierait à quelqu'un qui ne connaît rien au sujet. Voilà, et puis il faut bien avoir en tête en fait ce qu'on confie à l'IA, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous incombe à nous. Ce cahier des charges, en fait, il doit avoir des limites claires, c'est-à-dire de quoi on décide nous, qu'est-ce qu'on lui demande, qu'est-ce qui figure dans notre demande, quel est le cadre qu'on lui donne et sur quoi est-ce qu'elle va travailler. Parce qu'en fait, tout ce qu'on ne précise pas, elle va l'interpréter ou elle va créer autour de ça ou elle va se sentir totalement libre autour de ça. Donc c'est important, en fait, même pour nous, pour pas nous laisser dépasser, parce que finalement, euh, c'est, euh, c'est sans fond, voilà, pour le dire comme ça. Il faut être très clair soi-même sur le cadre qu'on lui donne et ce qu'on lui demande de faire. Sinon, c'est vertigineux, on peut tout lui demander, évidemment. Voilà, ensuite, voilà, ça paraît peut-être très terre à terre, mais je pense que d'avoir réfléchi avant à vraiment ce qu'on attend, ça permet quand même de rester très critique sur ce qu'elle produit. Voilà, et puis évidemment, il faut relire très attentivement les propositions, même si elle produit elle est très prolifique. Et donc, mais il faut relire très, très attentivement et conserver ce regard critique en permanence. Voilà. Merci Florence. On va enchaîner tout de suite avec Gilles parce que Oui, c'est leur tour. merci. Alors, bon, vous l'avez compris, vous allez trouver dans ce cahier d'entraînement énormément d'informations. Donc là, vous avez un bon aperçu avec les 3 cas d'usage présentés de ce que vous pouvez trouver. Vous voyez, il y en a 5 autres comme ça qui sont détaillés. Vous allez trouver dans ce cahier à la fois les retours d'expérience des personnes qui ont testé les cas d'usage. Et tous les résultats en annexe, vous aurez tous les résultats produits par les IA, avec les commentaires, les comparaisons entre les outils, etc. Donc le cahier, c'est également, je dirais, un guide pour les formateurs avec d'autres rubriques. En particulier, un article sur ce que peut faire et ne peut pas faire une IA générative, et puis une conclusion sur posture et vigilance, comment adopter une démarche réflexive. Donc il y a un article aussi sur ce sujet que l'on propose aux formateurs. On a également tout un chapitre dans le cahier qui traite du prompting. Et je vais laisser là encore la parole à Florence qui va vous expliquer ce que vous allez trouver dans cette rubrique. Oui, je vais super vite. En 2 ou 3 minutes, ce serait bien. Ouais. Oui, je vais aller très très vite parce que finalement on a déjà donné des exemples. Oui. Là dans le cahier, en fait, on a raconté les principales méthodes de prompting parce que vous l'avez entendu, on peut aller d'une demande très synthétique à au contraire une demande très détaillée. On peut fournir des exemples à l'IA. On peut viser un prompt très abouti dès la première fois ou au contraire préférer dialoguer avec elle. Donc voilà, donc ça fait différentes méthodes de prompting. On a défini les bases d'un bon prompt, mais vous avez déjà quelques éléments de réponse dans les exemples qu'on a pu vous donner. De toute façon, le bon prompt, c'est celui qui vous fournit des réponses précises et pertinentes.
Voilà, mais de façon générale, il est structuré, il précise un rôle, il précise bien une demande, il donne des éléments de contexte. Bon, voilà, ce que vous avez entendu précisément. On fait la liste des erreurs fréquentes et comment les éviter. On propose quelques astuces d'interaction avec un LLM. Donc, vous n'en a peut-être pas parlé, mais il existe des IA qui aident à la rédaction de prompts. Donc, on cite quelques noms d'IA qui peuvent faciliter. On donne aussi quelques indications sur la façon de structurer, c'est-à-dire l'IA est attentive à la forme. Et donc, elle aime bien qu'il y ait des paragraphes, elle aime bien qu'il y ait des crochets, des parenthèses, etc. Donc là, on donne quelques conseils à ce niveau-là. On donne aussi quelques techniques, quelques moyens mémotechniques de ne rien oublier dans un prompt et on livre un prompt qui est super, qui a été fait par Madame Lacour de Lumenae, qu'elle a bien voulu partager avec nous et qui est presque réutilisable dans toutes les situations pédagogiques. Donc voilà. Enfin, j'en dis pas plus. Merci. Donc, je vais peut-être juste résumer, puisqu'on est au bout de notre temps, si on veut répondre à deux, trois questions. Donc, il y a plein d'autres rubriques dans ce cahier. Vous allez trouver des bonnes pratiques et le cadre réglementaire. Par exemple, les principes à retenir pour les formateurs sur l'AI Act. Vous allez trouver des rubriques sur est-ce qu'il vaut mieux choisir, pourquoi choisir un chatbot ou un outil spécialisé, quelles sont les limites d'une version payante d'un chatbot d'intelligence artificielle générative. Que faire face à l'utilisation de l'IA par les apprenants. Euh, Également un certain nombre de ressources, de liens vers des ressources et des guides complémentaires, des liens vers des sites où on peut se former gratuitement, le glossaire. Voilà, donc vraiment, je crois que le document au final, il fait une soixantaine de pages, plus les annexes, parce que vous trouverez aussi toutes les explications sur les études de cas en annexe. Voilà, donc je vous propose que l'on réponde aux questions. Alors, j'en ai surveillé plusieurs, enfin, je vous en ai posé un petit peu quelques-unes à la volée. Peut-être une qui va s'adresser à vous quatre. En fait, on a parlé beaucoup du gain de temps, etc., de l'effet d'expérience, de la progression dans l'utilisation. Peut-être une question un peu plus qui prend plus de hauteur. Je vous laisse répondre comme vous voulez les uns les autres. C'est effectivement parmi toutes les propositions, enfin tout ce que les IA vous ont proposé suite à vos prompts, est-ce que du coup il y a des propositions, des idées qui sont sorties que vous n'auriez pas pu même vous-même imaginer? Grosso modo, aussi dit différemment, est-ce que du coup l'IA vous fait sortir du cadre dans lequel vous étiez pour imaginer des pistes, des façons différentes de présenter, de poser des questions, etc. Il veut répondre. C'est Nathalie qui a posé la question. Ah, ça vous laisse sans voix peut-être. Est-ce que vous avez été surpris des fois par les réponses des IA? Oh, vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, donc Jean-David, un des CMA, j'ai eu le plaisir de participer à ce groupe de travail. L'IA, dans un certain nombre de cas, va amener des éléments auxquels on n'a pas forcément pensé, ou aussi une façon de voir les choses qui n'est pas forcément la nôtre. Parce que un des intérêts de l'IA, c'est qu'elle a une vue un petit peu interdisciplinaire des sujets, alors que nous, on a tous nos cultures personnelles. Et après, si on est sur la prise de hauteur, c'est vrai que on a envisagé l'évaluation, surtout en termes d'aide en fait à l'exercice des formateurs, des formatrices. Mais on se rend compte que l'IA peut aussi aider les apprenants à s'auto-évaluer. Et avec une bonne maîtrise de l'IA, un étudiant, un apprenant peut aussi en fait, s'auto-évaluer sur des contenus qu'il aurait vus en formation. Donc, c'est peut-être une piste à explorer aussi pour justement faciliter
les apprentissages. Merci Jean-David. Je vais vous en poser une deuxième, ce sera peut-être vous la dernière, les 27. Donc on comprend bien aussi qu'il y a un investissement initial. Hein. C'est pas de la magie. En faisant 2-3 pompes, on va obtenir tout ce qu'on veut et on va gagner un temps fou. Et finalement, est-ce que le rapport résultat-temps est intéressant par rapport à une proposition humaine? C'est-à-dire qu'à partir de quel moment vous pensez que c'est intéressant, en fait, effectivement, combien de temps finalement il faut commencer à mettre dans les outils pour que finalement ce soit productif, on va dire plus productif, et c'est juste pour faire un ou deux quiz, finalement c'est peut-être plus rapide de le faire avec son propre cerveau, sans modèle. Par contre, est-ce que du coup ça peut vous aider à passer au stade industriel finalement ou... Bah, c'est la grande question, je me permets de répondre, c'est la grande question. En fait, c'est vrai que l'IA génère très vite des réponses très pertinentes hein, aux attendus, mais avec des biais donc, qui vous obligent à tout relire, à tout vérifier. Et c'est là que ça devient fastidieux, en fait. Du coup, elles sont tellement prolixes, on l'a dit, qu'elles génèrent énormément de contenu et il faut tout vérifier. Bon, il y a un moment, on peut se poser la question, est-ce qu'on a gagné du temps en utilisant l'IA ou pas? Enfin, en tout cas, moi, c'est mon retour. J'ai travaillé, moi, sur l'évaluation avec une collègue, Céline, de l'organisation OETH, Céline d'Alberto. On a travaillé sur l'évaluation de devoirs d'apprenants. Est-ce qu'on pouvait demander à l'IA d'évaluer des travaux d'apprenants? Donc en proposant une grille et en appréciant ces travaux, on s'aperçoit que c'est bon dans 90% des réponses. Hein. L'IA, on a essayé plein de modèles d'IA différents, c'est très pertinent, mais seulement dans 90% des cas. Et donc il faut trouver les 10% où il y a des erreurs. Vous voyez, on met en parallèle, on donne la même grille d'évaluation à 3 LLM différents. Ben, on va avoir un classement on a essayé nous avec différentes copies voilà, et on va avoir un classement différent avec les 3 IA. Et si moi je me suis essayé moi-même à corriger les copies et j'avais encore un classement différent de ce que avaient trouvé les trois IA. Donc voilà, on peut se dire que c'est pas fiable. Par contre, les commentaires qui étaient donnés sur les résultats sur les travaux des étudiants étaient pour la plupart assez pertinents, mais il faut relire, il faut vérifier. Bon, et finalement, je pense que dans ce cas précis, hein, dans ce cas d'usage précis, c'est pratiquement plus rapide de corriger nous-mêmes les copies plutôt que les donner à une IA. Et puis voilà, et là on a testé 3 LLM et un outil spécialisé qui s'appelle Examino, qui est un nouvel outil qui est développé par une nouvelle tech là, qui a été créée en 2024, très intéressant. Mais voilà, voilà, en tout cas, mon retour d'expérience personnelle, je ne sais pas si les collègues veulent donner le leur. Peut-être pour compléter, Gilles, je pense que Valérie, tu rejoindras mon avis. En tout cas, indépendamment du temps gagné ou pas, par l'IA. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, nous, c'est ce dont on s'est aperçu. Ça nous a vraiment permis de développer nos compétences critiques. Et c'est l'une des conclusions d'ailleurs qu'on a mis dans ce qu'on a proposé, qu'on a mis dans ce cahier pour voilà comment utiliser l'IA tout en ayant dans une démarche responsable. Et la responsabilité du formateur, elle passe aussi par la compétence qui est la sienne de poser un regard critique sur la production de l'IA. Et je crois que nous, Valérie, en tout cas sur les 2 cas d'usage qu'on a testé, la production de l'IA était tellement prolixe qu'il fallait exercer mais voilà, cette compétence critique et réflexive. Juste pour finir, en fait, moi, j'aurais qu'un mot, en fait. C'est Non, vrai que ce sera le mot de la fin, l'approche peut-être. 50-50.
l'approche 50-50, voilà, pour un bon partenariat avec l'IA, c'est qu'on ne laisse pas on ne laisse pas l'IA faire tout le travail, évidemment, mais on est vraiment dans une co-construction à 50-50, moitié IA et moitié formateur expert. Vous avez toujours le dernier mot, de toute façon. Merci. Ça va être le mot de la fin, du coup. Merci à toutes et tous. Avant le dernier mot, peut-être préciser que le cahier, ce cahier d'entraînement, donc est réservé aux adhérents d'ENOA. Il n'est pas encore tout à fait disponible puisqu'il est encore en relecture et en finalisation de la mise en page. Donc, il sera disponible sous quelques jours, ou peut-être d'ici la fin du mois, je pense. Et puis, par contre, il y aura une synthèse de ce cahier qui sera disponible à tous. Vous recevrez à travers les moyens de communication habituels des informations sur la parution des deux ouvrages. Le cahier complet, mis sur le site d'ENOA et la possibilité aussi de télécharger la version synthétique disponible à tous. Loïc, tu veux conclure? Ah, on a perdu Loïc, je vois son image figée. Euh, merci à tous pour votre présence. Merci aux collègues du groupe de travail pour leur collaboration et leur présence aujourd'hui. Aurélia, tu veux faire un mot à la place de Non, non, Loïc non, qu'on a c'est bon, perdu? c'est bon. C'est bon, Loïc a tout dit. Donc, tu as bien précisé qu'effectivement, on serait en mesure très rapidement de vous envoyer au moins la synthèse, hein, pour ceux qui ne sont pas adhérents, et puis avec une belle mise en page par un de nos adhérents qui est Transition pour Île-de-France. Ce fameux cahier qui fait quand même une 60aine de pages, donc c'est un travail important, sera à votre disposition dans l'espace membre et on vous tiendra informé via newsletter de sa disponibilité. À bientôt à tous. Merci beaucoup. Bon déjeuner. Merci. Merci, Bonne au journée à revoir. tous. Au revoir. À Au revoir. bientôt. Au revoir.